Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Bonjour et bienvenue. Cet épisode est enregistré en direct de Ibiza et j'ai vraiment à cœur de vous partager quelque chose que je dis depuis des années dans des cercles privés avec mes clients, dans des espaces payants et que j'ai jamais dit à haute voix dans d'autres espaces, des espaces où quand tu écoutes, je ne sais pas que tu écoutes et des espaces qui sont aussi gratuits comme l'est mon podcast. Souvent, quand on lance son entreprise, on nous demande de passer au travers tout un tas de théories marketing, et je peux encore mieux le dire parce que je suis issue du monde de marketing. J'ai 2 Master 2 en marketing, j'ai un MBA en marketing. J'ai travaillé pendant 15 ans dans des entreprises et des grandes entreprises dans le marketing. Et dans mon entrepreneuriat, j'en ai fait mes débuts d'année. Donc, c'est vraiment un domaine que je connais très bien et dont je suis issue de manière académique et aussi dans mon expérience de vie. Donc, ça, c'est important que je le dise parce que ça justifie encore plus le discours que je vais avoir. Et donc, les marketeurs, spécialement les marketeurs en ligne qu'on voit à peu près depuis 2020, ont à cœur de faire passer les non-professionnels en marketing, donc les gens qui veulent simplement vendre quelque chose, donc toute entreprise, au travers d'un certain nombre de points qui jalonneraient un plan marketing bien ficelé. Sauf que ces plans marketing bien ficelés, ils sont déjà théoriques, et en plus de ça, ils sont ficelés pour que ce soit le client qui réponde à des questions, sachant que le client ne sait pas répondre aux questions parce que lui n'est pas issu du marketing, et c'est bien pour ça qu'il vient voir le marketeur. Donc on se retrouve dans un espèce de non-sens. C'est comme si toi, tu voulais aller acheter du pain et que tu arrivais dans une boulangerie et que là, on t'apprenait à faire ton pain. Mais toi, tu n'es pas venu pour apprendre à faire du pain, tu es venu pour acheter du pain, tout fait, tout prêt, croustillant et que tu croques en sortant de la boulangerie. Et donc, c'est un peu comme si on te disait, une fois que tu arrives dans la boulangerie, mais vous avez bien pris votre farine, vous aviez bien pensé à faire votre levain depuis 15 jours. Ah bon, il fallait que je fasse du levain? Ben non. Et l'eau, vous avez bien pris de l'eau de tel type avec le pH de ah non. Et vous l'avez surtout pas mis au frigo? Ah ben si. Et donc, l'entrepreneur ou le dirigeant d'entreprise se retrouve dans une situation où c'est comme s'il avait mal fait. Comme s'il aurait dû savoir toutes ces choses. Mais en fait, l'entrepreneur, il a fait toutes les autres choses, mais pas celle-là, parce que l'entrepreneur, il n'est pas bon dans tout. Et donc, je le dis et redis, parce que je suis issue du marketing, j'ai été formée pour poser ce genre de questions aux clients pour pouvoir réaliser pour lui ou pour elle un plan marketing. Mais dans la pratique, ça ne marche jamais. Strictement jamais. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, s'il vient à nous quand on est marketeur, c'est justement pour avoir ces réponses-là. Et donc, il y a comme un biais de compréhension, un biais d'application de cette théorie. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre et de savoir que si tu détestes le marketing, c'est pas pour rien. C'est parce que ça ne tient pas. Voilà, c'est une théorie qui craint l'application par un non-professionnel. Et à quoi ça sert? Les marketeurs en ligne, ils servent à appliquer de la théorie et à te vendre quelque chose, c'est ça que ça nourrit, vendre quelque chose qui potentiellement te servirait à. Mais en fait, ça ne se tient pas parce que tu n'es pas capable de répondre à des questions théoriques. Et ces questions théoriques, elles doivent être répondues par celui qui les a formulées, c'est-à-dire le marketeur. Mais le marketeur, il n'a pas les réponses puisqu'il ne travaille pas dans ton entreprise. Donc c'est une espèce de boucle infinie. Donc si tu ressens une frustration totale, un dégoût et une envie de vomir, rien qu'à l'idée de faire du marketing, je te dis c'est normal et je te le dis alors que je suis issue du marketing. Donc vraiment, j'espère que
tu prends la mesure de ce que je suis en train de dire là. Et pour moi, c'est aussi une prise de position qui est quand même importante. Tu dois avoir, toi, des apprentissages, des connaissances et des connaissances appliquées sur le terrain depuis longtemps. Et prendre ce genre de position est quand même une prise de position importante. C'est quasiment politique. Peut-être que là, tu peux faire une pause à l'écoute de cet épisode et remettre en question peut-être 2-3 trucs qui t'ont été donnés, qui t'ont été appris, et les mettre en lien avec quelle est ton expérience à ce sujet-là. Parce que m'écouter, c'est une chose, mais si je le fais, c'est pour que tu t'écoutes toi dans tes domaines à toi. Et il me semblerait que ce serait un moment important là pour que tu y réfléchisses. Par exemple, moi, il y a 12 ans, quand je me suis formée au coaching et à l'hypnose, je me souviens, l'une de mes toutes premières questions, dans les 5 premiers jours de formation en hypnose ericksonienne, donc c'est l'hypnose médicale, je demande, est-ce que c'est possible de faire ça à distance? Et donc la formatrice, à l'époque, il y en a très peu en France, me dit, pas du tout. Ah non, c'est pas possible. Et moi, je prends ça pour acquis. À l'époque, moi, j'ai mon bagage en marketing. On est bien avant 2020 et tout ce qui s'est passé sur la planète. Donc, moi, je suis très technique à un moment où le monde ne l'est pas beaucoup. Et donc, pour moi, faire des séances d'hypnose à distance, d'un point de vue technique, alors qu'il n'y avait pas de plateforme de réservation en ligne, que personne n'utilisait Zoom ou des visioconférences dans son quotidien, moi, ça m'aurait semblé d'une simplicité vraiment enfantine. Et là, elle me dit non. Et j'accepte qu'elle me dise non. Des années après, j'ai compris que c'était sa réponse avec son champ de compréhension et son champ de connaissance à elle, non pas sur l'hypnose, mais sur tout ce qu'il fallait mettre en place pour qu'une séance d'hypnose fonctionne à distance. Et donc, si je te dis ça, c'est aussi pour que tu prennes le temps, par rapport à ce que tu as acquis, de vérifier que l'acquisition, elle dépende de la compréhension que tu as, toi, de cette même connaissance. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'on te l'a dit que c'est vrai, et c'est pas parce qu'on te l'a dit que c'est une théorie applicable à l'environnement dans lequel toi tu vis. Voilà. Moi, par exemple, un jour en hypnose, j'avais demandé est-ce qu'on peut parler à quelqu'un dans une autre langue que l'autre ne comprend pas, et est-ce que la séance peut fonctionner pareil? Et là, c'était cette même prof qui m'avait dit je sais pas. Parce que là, il y avait peut-être une ouverture, voilà, dans son champ de conscience. Et donc j'avais demandé à une collègue si je pouvais tester du coup une séance en espagnol. Cette dame ne parlait pas du tout espagnol, donc il n'y avait pas de doute. J'avais fait la séance et ça avait parfaitement fonctionné. Le protocole avait parfaitement fonctionné alors que c'était dans une langue qu'elle n'était pas supposée comprendre. Voilà. Donc, ce que je veux te dire par rapport à cette première partie, c'est de toujours revérifier ce que tu apprends, quelle est ta compréhension, toi, de ce domaine-là, appliquée à ce que tu as toujours su à l'intérieur de ton corps, ce que ton corps sait profondément, et aussi ce que tu as appris au fur et à mesure, en disant, mais attends, ça on m'a toujours dit que, voilà, mais en fait, à l'épreuve du quotidien, je vois bien que ça fonctionne pas, ou en tout cas pas avec qui je suis. Voilà. Je vais fermer cette première partie, longue introduction, pour arriver au vrai sujet. Mais c'était nécessaire pour pouvoir planter toutes les fleurs que j'ai à te donner aujourd'hui. Une question qui me paraît beaucoup plus pertinente, c'est de se poser la question, quelle est l'onomatopée que les gens que je sers prononcent le plus souvent? Et alors ça me paraît beaucoup plus important que de se demander quel est mon client idéal ou machin, mais ça n'a pas de sens aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. J'ai fait un épisode sur ça d'ailleurs. Tu pourras aller l'écouter. Mais vraiment, quelle est l'onomatopée que les clients expriment le plus quand ils travaillent avec moi? Alors évidemment, les clients avec qui tu as apprécié, hein, ceux avec qui tu n'as pas apprécié, c'est pas la peine de les citer. Et moi, par exemple, l'onomatopée, comme les clients disent le plus, c'est avec un ras de soulagement. Genre, ça y est, je peux reprendre ma place. Je peux m'asseoir, je suis plus en lutte, je ne suis plus contre. De soulagement. Et à partir de là, on peut remonter très facilement sur
Bah, du coup, qu'est-ce qui fait qu'ils étaient en lutte avant? Qu'est-ce que j'ai apporté moi qui fait qu'ils peuvent exprimer ça? Et là, les vraies questions commencent parce que là, il ne s'agit d'évaluer que toi, d'évaluer que ce que tu fais toi, que ce que tu amènes toi, que ce que tu es toi, ta façon d'être. Moi, souvent, les gens me disent ah non, mais ça fait du bien hein, de bosser avec quelqu'un qui se prend pas au sérieux. On peut travailler sérieusement et à la fois, on se prend pas au sérieux. Du coup, c'est léger, c'est drôle, on se marre. Bon, des fois, on se marre pas, mais on peut se marrer à tout moment et on peut rire de soi avec bienveillance et gentillesse. On peut rire de l'autre et, et être espiègle. Et je me dis, là, c'est à moi que ça soulage d'entendre ça. Pourquoi c'est possible avec moi? Je sais pas pourquoi, parce que je suis comme ça. Ah, ok. Donc c'est dans ta façon d'être. Donc j'ai pas besoin d'expliquer la façon dont je suis, mais ça veut dire que la façon dont je suis est ce que les gens viennent chercher. Alors on entend beaucoup, moi j'aimerais être payée pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais. Oui, alors ça demande d'être vraiment précisément soi-même. Et de pouvoir, grâce à cette unique et simple question, se demander, quand les gens disent cette onomatopée, alors ça peut être une onomatopée, ça peut être un mouvement du visage, est-ce que c'est un sourire, est-ce que c'est des larmes de joie, de soulagement, de légèreté, je sais pas quoi, ça peut être un regard, ça peut être un mot, ça peut être, voilà. Essaye d'analyser ça. Alors évidemment, ce que je dis là, ça ne va que si tu as eu un certain nombre de clients. Ça ne s'adresse pas à des gens qui démarraient, évidemment, parce que c'est aussi, c'est comme le vélo, c'est en faisant qu'on apprend. Et se poser la question qui va tout changer et qui va te permettre d'explorer tout ce qu'il y a autour. Ça va te permettre d'explorer qu'est-ce que tu fais toi dont tu n'as pas conscience. Donc c'est là que c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu fais toi dont tu n'as pas conscience et qui permet qu'est-ce que tu es, toi, du coup, naturellement. Donc, c'est hyper difficile de savoir qui on est naturellement, sans son prénom, sans son nom, sans sa fonction, sans qu'on ait rien à faire. Et quand tu vas mettre la lumière sur qui tu es et ce que tu fais, ça va te donner une clarté fondamentale, fondatrice, sur ce que les gens viennent chercher sans l'avoir conscientisé, et ce que tu fais ou ce que tu es, sans que toi-même t'en sois conscient ou consciente non plus. Bon, une fois qu'on a ça, à quoi ça sert? Il n'y a plus de questions normalement sur qu'est-ce que je dois écrire sur mon site internet, qu'est-ce que je dois écrire sur mes réseaux sociaux, parce que tout est déjà là. Et donc si tu sais, par exemple, t'en déduis que... moi, par exemple, j'en ai déduit que, je sais pas, c'était mon énergie. Ah oui, d'accord, c'est ton énergie. Bon, et on fait quoi avec ça? C'est mon énergie. Les gens, en fait, dans mon énergie... Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, on fait quoi? On propose des moments où ils peuvent être connectés à mon énergie. Ah ok, ah oui, non, mais moi, le présentiel, j'aime pas ça. D'accord, comment tu vas le proposer? Je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, je pourrais faire des lives, je pourrais faire des questions-réponses, je pourrais faire... Et là, il y a plein d'idées qui arrivent. Ok, et par rapport à tout ça, qu'est-ce que moi je veux? Je voudrais ça. Génial, on le fait. Et du coup, c'est un processus qui devient très joyeux. Il est un peu inconfortable au départ parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Et il est inconfortable aussi parce que c'est la prise de conscience de soi qui est beaucoup plus subtile que quand les marketeurs théoriques nous demandent de décrire notre client. Chose qui est impossible si tu écoutes ce podcast parce que tes clients sont tous différents et que tu ne peux pas les ranger et que d'ailleurs tu ne supportes pas de les ranger. Et tu te dis qu'ils ne supporteraient pas eux-mêmes de l'être. C'est normal. C'est juste parce qu'on a posé la mauvaise question. Et ça, c'est la force que peuvent avoir les mauvaises questions sur ton système nerveux et la force que peuvent avoir les bonnes questions pour revenir toujours à la même chose. La réponse, elle est toujours à l'intérieur de nous. Non pas parce qu'elle est coincée à l'intérieur, mais parce qu'on est les seuls à vivre cette vie-là.
Donc, de toute façon, ce qu'on va exprimer, ce sera notre propre expérience qu'on fait de la vie. Donc, il n'y a pas de description de client idéal à faire. Ça ne peut fonctionner qu'en théorie. Mais on ne vit pas en théorie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si on vit dans la pratique, il s'agit de s'interroger sur la prise de conscience de nous-mêmes, non pas pour parler de je dans ma communication forcément, mais cette prise de conscience de ce qu'on fait et de ce qu'on est, c'est ça que nos clients recherchent. Et quand nous, on est capable de mettre la lumière sur ce qu'on fait et ce qu'on est, on va pouvoir l'exprimer à l'autre facilement et l'autre va pouvoir le capter, que ce soit par les mots ou par le champ énergétique des mots, immédiatement, quel que soit le support. Donc j'espère qu'avec cet épisode, tu vas te faire confiance pour savoir que si ces questions te tétanisent, c'est normal et qu'à la place, pose-toi toujours cette question: quelle est l'onomatopée ou le signe non verbal parfois que tes clients préférés font quand ils travaillent ou quand ils ont travaillé avec toi?